Retour sur le plateau de Regard Croisé. Ce soir, nous sommes avec les confrères Dimas, du côté patron du journal le Forum de la semaine. Sur le même plateau, David Djagbavi, il est le patron ou bien l'administrateur du site togosite.com, c'est ça. On parlait bien sûr de la Guinée, de Condé. Et je disais qu'il était rentré dans une guerre de chiffres. Oui, je disais que même un mort, c'est déjà de trop. La Guinée n'a pas besoin d'enregistrer des morts pour amorcer des mutations sociopolitiques dans son histoire. Et je pense que l'Afrique doit se réveiller. Et dans ces moments difficiles, ce qu'il faut capitaliser, c'est des progrès, c'est des succès, c'est des apports d'idées et non pas des cadavres qu'on va chercher à compter au jour le jour. Et donc je pense que ce soit un mort, que ce soit 1000 morts, la Guinée... C'est un mort de plus. Oui, c'est toujours un mort de trop. C'est toujours un mort de trop, et il faut tout faire pour éviter cela. David? Non, c'est sur la question de la guerre des chiffres. Comme le disait Dimas tout à l'heure, il y a toujours le constat dégagé qu'il y a toujours deux chiffres qui sont donnés régulièrement sur chacune des manifestations, surtout des manifestations sociopolitiques. Il y a les chiffres officiels donnés par le gouvernement guinéen pour ne pas alerter. Le gouvernement guinéen a l'obligation de ne pas inquiéter la population. Et donc les chiffres qu'il donnera seront moins que ceux qui seront donnés par les observateurs ou alors d'autres institutions qui sont positionnées en Guinée. Mais le problème aujourd'hui, c'est la question qui se pose véritablement, c'est celle qui est abordée tout à l'heure par Dimas. Est-ce qu'il faut encore des morts pour faire comprendre à Alpha Condé que son projet de révision constitutionnelle et d'élection législative ne porte pas l'adhésion populaire du peuple guinéen? Est-ce qu'il faut encore des morts avant qu'il ne parte? Parce que dans quelques mois, il va finir son dernier mandat. Est-ce qu'il faut laisser des traces aussi négatives que ça? Il a fait 10 années, il a fait ce qu'il a pu. Et je pense qu'il n'a pas besoin de faire tuer encore des Guinéens. Ou alors de laisser le pays dans la situation, dans la situation sociopolitique et simple dans laquelle la Guinée se retrouve aujourd'hui. Vous savez, les Guinéens, sont un peuple très combatif. Ils l'ont prouvé véritablement durant les présidences des autres chefs d'État qui sont passés, depuis Sékou Touré jusqu'à Condé aujourd'hui. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord sur un principe, ils le manifestent directement. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, où comment il s'appelle, Condé aujourd'hui a voulu s'imposer de force. Il a voulu violer un peu la volonté des Guinéens, mais très tôt ces Guinéens lui ont fait comprendre que ça ne pourra pas passer. Et se basant sur ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, il est fort possible que les choses puissent se terminer autrement, de la façon dont personne n'aurait souhaité, puisqu'on a appris dernièrement qu'il y a eu quelques échauffourées dans les camps militaires. Et il y a eu des tirs même, toi. Il y a eu des tirs, C'est un message, vous savez que la Guinée a été un pays très instable, il y a eu beaucoup de coups d'État. Très mouvementé, hein. Donc c'est déjà un message de l'armée pour faire comprendre au président peut-être que son projet de constitution n'est pas le bienvenu. Il faut qu'il parte et que le président qui va être élu puisse amorcer ce... Bon, s'il faut parler de grandes déceptions de l'Afrique, Condé en fait partie. C'est quand même Condé qui est à la tête, hein. Du moins s'il en fait partie, pour pouvoir être plus euphémiste. Condé avait incarné l'opposition guinéenne pendant des années. Et par là, peut-être l'espoir d'un changement par rapport à des régimes implacables, successifs, qui ont regenté de main de faire ce pays, à l'instar du régime de Sékou Touré, du régime de l'autre Conté, Lansana Conté. Même de Dadis. Même de Dadis Camara, un régime complètement brouillon, qui était venu ne maîtrisant rien et qui se comportait comme un gros éléphant dans un magasin de porcelaine. Et donc,
du coup, par la chance, celui qui a toujours incarné l'opposition et qui a prôné le changement, qui a prôné des méthodes démocratiques, venait au pouvoir. Pour les Guinéens, c'est Alhamdulillah. C'est Dieu qui les sauve par là. Et puis Condé, Alpha, c'est Condé, non? Oui, Alpha Condé. Alpha Condé vient, c'est la déception totale. Le professeur. Le professeur. Hein? Le professeur. Alors, ça veut dire que on a pris un Sékou Touré, un autodidacte qui a eu à peine son CEP. On a pris un Lansana Conté très moyen. Et maintenant, on a le professeur. Un professeur d'université qui maîtrise quand même les rouages politiques, étant donné que c'est un historien de formation. Il sait ce qu'on appelle politique. Il sait ce qu'on appelle la mutation des États dans des pays et autres. Mais c'est lui qui vient malheureusement pour décevoir de façon indescriptible les Guinéens en prônant des méthodes de l'autre temps. Mais un président qui se met devant la foule, qui insulte les gens directement, il n'est pas trop loin de Dadis Camara. Vous voyez? Et qui insulte les gens, qui défient les étudiants, qui les prend comme ça, et puis qui les match par des mots vraiment désobligeants. Et c'est lui qui s'entête pour transformer négativement le cours de l'histoire. Je ne pense pas sincèrement que ce qu'il est en train de faire, il sort par la grande porte, il doit se réveiller et penser que la Guinée avait à un moment donné placé sa confiance en lui et il devait se comporter pour se montrer digne de cette confiance-là, pour pouvoir terminer en toute beauté son mandat. David, on va juste dire un mot concernant la Guinée et passer au sujet suivant. Que peut-on justement leur souhaiter en ce moment où on sait que le coronavirus est en train de sévir et dans le pays on n'a pas même la quiétude? Oui, tous les pays aujourd'hui sont en alerte. Tous les pays du monde, sauf la Guinée peut-être, qui est beaucoup plus qui s'investit pour son projet, pour le projet de révision constitutionnelle par le président Condé. C'est quand même terrible, ça prouve à suffisance que ce président n'est pas sensible à la douleur et à la souffrance du peuple guinéen. Aujourd'hui, tous les pays sont en mode stop et on voit un peu l'investissement qui est fait de la part de certains présidents pour ne serait-ce qu'apporter un minimum de sécurité pour leur population. Et au côté du côté de la Guinée, c'est triste, c'est vraiment triste, et je souhaite véritablement que Condé revienne sur sa décision et qu'il comprenne que ce projet ne peut pas passer dans ces conditions, où il choisit de finir en beauté son mandat, son dernier, ou alors il va être peut-être obligé d'être balayé par l'armée ou par la population à tout moment. Merci beaucoup, David. Nous allons devoir aborder le second sujet de ce rendez-vous. Regard croisé ce soir. Afrique, coronavirus, la courbe de l'épidémie continue de monter. Dimas, vous vivez l'actualité. Ça fait bientôt 3 mois. 3 mois ça que ça a commencé. Bien sûr, en Chine, on a vu comment l'ampleur ça a été dans tous les pays, surtout dans les pays européens en particulier. L'Afrique n'est pas épargnée. L'Afrique était relativement épargnée à un moment donné. Et depuis, il y a eu une annonce tonitruante dans le ciel serein de l'Afrique. Ah bon? Cette annonce venait de l'OMS qui demandait à l'Afrique de se réveiller. Ouais, se préparer au pire. À partir de là, les cas ont commencé par pleuvoir en Afrique. Je sais que je ne vais pas me faire comprendre tout de suite ici, parce que les institutions internationales là sont considérées comme, à la limite, le Vatican pour les catholiques. Et quand ils parlent, c'est Est Cathedra. Et c'est les meilleurs. On n'a pas le droit de les critiquer.
on n'a pas le droit de porter même ne serait-ce qu'un jugement de valeur pour dire que est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou quoi là. Non, on n'a aucun droit de critiquer leur position parce qu'on pense que ils ont les données chiffrées, ils ont des études qui portent sur des projections pour ce qui pouvait arriver. Et donc, c'est pratiquement des sainte-nitouches, des gens qu'on ne peut même pas critiquer. Mais ce soir, vous parlez beaucoup en parabole, hein, pour les téléspectateurs qui nous suivent. Mais c'est pour dire que quand vous pensez que chez nous, au village, parce que c'est chez nous quand même, notre vécu quotidien à partir de chez nous, quand vous voyez qu'il y a un champ qui prend feu, ce qu'on fait chez soi, si on n'a pas encore les flammes, c'est de mettre les pare-feux. C'est de cercler tout autour de votre champ de façon à ce que le feu-là ne vienne pas contaminer votre champ pour que votre champ soit brûlé. Alors, on ne peut pas comprendre que l'Afrique, qui était relativement épargnée, on ne puisse pas mener des actions concrètes pour protéger cette Afrique, mais on lui demande de se préparer au pire. Au pire. Vous savez ce que ça veut dire, non? Se préparer au pire. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand ça va se passer en Afrique, on ne peut pas s'en sortir. Je ne pense pas que l'appel qui est en train d'être mené, excusez-moi, mon masque est en train de descendre un peu parce que je parle. Mettez-vous à l'aise. Oui. L'appel qui est en train d'être lancé ne voudrait pas dire aux Africains de se préparer matériellement, scientifiquement pour pouvoir supporter. Ce n'est pas là l'appel. L'appel dit préparez-vous au pire. Le pire, ça veut dire quoi? Le pire, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et pourquoi on va nous appeler de nous préparer au pire? Et à partir de ce moment, à partir de ce temps, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce temps-là, tout ce qui pouvait aider les Africains à s'en sortir est remis en cause systématiquement. À partir de la nourriture, les études prouvaient partout que l'ail pouvait aider à renforcer notre système immunitaire. Aujourd'hui, on nous dit que c'est faux. On nous dit qu'aucune nourriture... Alors, l'Hippocrate même a dit que vos nourritures soient vos médicaments. C'est ce que Hippocrate a dit. Mais aujourd'hui, on nous fait croire que même la nourriture ne peut rien tout faire ça, pour nous zéro, protéger. hein? On nous dit, après les études, que quand on nous dit que la chaleur, les virus ne résistent pas à la chaleur, aujourd'hui, on nous dit que c'est faux, il n'y a rien de ça, les virus peuvent bien se multiplier dans la chaleur. Et donc, toute la psychose qu'on est en train de jeter sur l'Afrique, toute la panique, toutes les études erronées, et tout ce qu'on veut faire pour empêcher l'Africain de vivre et de pouvoir affronter cette pandémie sont battus en brèche et qu'on veut jeter la psychose sur l'Afrique et pour dire, mais vous ne pouvez que subir le pire. Je dis que les Africains doivent se réveiller et donner des chances, de la chance à un certain nombre de tout ce qui pouvait les protéger, car l'Afrique aussi a quand même une médecine. On va marquer un point virgule. Je vais écouter David sur la même question. On a vu comment c'est parti de l'Asie. On a vu la propagation de ce virus où on dénombre plus de 6000 morts en Italie aujourd'hui. Et c'est vraiment de la cata à travers le monde entier. L'Afrique se trouve dedans. On a vu le patron de l'OMS qui a appelé l'Afrique la semaine dernière à se préparer au pire. Cela veut dire que on n'est plus rien. Oui, et moi je suis un peu surpris de la position de Dimas sur la question, sur l'appel lancé par le directeur général de l'OMS. Il faut d'abord reconnaître que ce directeur, il est africain, c'est un Éthiopien, je crois. Mais il peut être phagocyté aussi, à de certains moments. Et aujourd'hui, quand on connaît, quand on sait la limite de l'Afrique à combattre ce fléau, je
je pense que l'appel du directeur de l'OMS devrait apporter beaucoup plus d'interrogations sur comment les États africains se préparent pour affronter ce virus. Aujourd'hui, on vous dit que... On ne nous dit pas de nous préparer, on nous dit de nous préparer au pire. Oui. Au pire. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'en face, le constat a dégagé que... Mais quelque part, il a raison. Quand on voit la courbe qui monte au jour le jour... Oui. C'est ça le pire? Mais en face, qu'est-ce que l'Afrique a? Donc on n'a rien. Qu'est-ce que nous avons pour combattre? L'Afrique a des choses. L'Afrique a des choses. Déjà, on vous dit, les puissances occidentales, les États-Unis, la France, l'Italie, etc., n'arrivent pas à gérer ce virus. Pourquoi c'est eux qui doivent servir de référence? Malgré la disposition des infrastructures sanitaires, malgré la disposition du matériel médical. Ça, c'est leur médecine. Alors, ça, c'est leur médecine. On va permettre à David d'aller à chercher des solutions pour justement aller au bout de ce virus. En Afrique, on nous fait croire que oui, la peau noire n'est pas vulnérable à ce virus. La chaleur n'est pas vulnérable. La chaleur est une source, est une énergie qui combat ce virus, etc. Et tellement on nous a imbibé de cette fausseté ou de ces différentes faussetés que aucun pays africain ne s'est pas préparé médicalement, techniquement, financièrement. Parce que pour combattre le coronavirus, c'est une question d'argent, de grands moyens financiers. Aucun pays ne s'est préparé. Mais au moment où des pays, des puissances occidentales prenaient des dispositions pour sécuriser les frontières de leur pays, chez nous en Afrique, on se dit non, on se confie à Dieu, on attend que Dieu descende du ciel pour venir mettre un gilet pare-balles ou alors une protection. Justement, il a dit quelque chose d'important. On se dit que c'est dans la main de Dieu que ça peut le faire. Mais au même moment, on ne met pas en place. Regardez, prenez les pays qui sont aujourd'hui contaminés. Combien ont des infrastructures sanitaires qui puissent véritablement contenir ceux qui ont été contaminés? C'est vrai que en Afrique, il y a moins de morts. Il y a moins de contamination. Et ce n'est pas un hasard, hein? Ce n'est pas un hasard. Oui, on dirait que c'est pas un hasard. Bon, voilà, ça veut dire que ça devait avoir... Dimas, on va permettre à David d'aller au bout de son argumentaire. Donc, il faut être nonchalant. Non. Loin de là. Et se dire que, bon, quelque part, nous, on n'est pas vulnérable à cela. Non. Loin de ça. La position de l'OMS aujourd'hui vient sonner l'alarme dans la gestion qui est faite des questions sanitaires en Afrique. Des questions sanitaires dans certains pays en Afrique. Non. L'OMS en était conscient depuis. L'OMS en était consciente depuis et savait qu'il y a des infrastructures sanitaires en Afrique qui n'étaient pas cela. L'OMS a fait quoi concrètement? L'OMS a fait quelle subvention extraordinaire pour pouvoir soutenir l'Afrique? L'OMS ne construit pas, mais l'OMS apporte quand même des appuis. L'OMS, pas uniquement les expertises. Dimanche, je suis parfaitement d'accord. Dimanche, je suis parfaitement d'accord. On va permettre à... Oui. Finalement pour chuter, oui. Quand on vous dit, dans certains pays, il n'y a même pas d'infrastructure pour ne serait-ce que faire des tests pour ceux qui sont ou auraient été contaminés. Mais tu veux qu'ils trouvent ça où? Mais ils vont trouver ça où? Ils vont trouver ça où? Non mais les pays, les autres pays, on te dit que c'est un nouveau virus. C'est parce que l'OMS... Vous pensez que le Togo va prendre de l'argent? Si le virus arrive en Afrique, ça va faire des ravages. Et tellement nous dormions sur cette histoire. Mais regardez l'incivisme dans lequel nous baignons. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord. Je pense qu'on en arrivera là. Faites ci, faites ça. Mais je prends le cas du Togo. Garde-le. On va permettre à Dimas de rebondir. Que l'OMS nous appelle à nous réveiller, à prendre des dispositions. Non, oui. Je dis qu'il nous appelle comme que cet organisme nous appelle et que ça s'arrête là. Pourquoi nous dire de nous préparer au pire? Parce que pour vous, ça cache quelque chose. Le mot là, c'est quelque chose de trop. Et ça cache quelque chose. C'est un acte manqué. C'est quelque chose qui veut traduire. On peut me taxer de théorie complétiste gaga, hein, mais je vous dis que c'est quelque chose qui traduit le plan diabolique
de la communauté internationale. Est-ce qu'il y a diable dans cette affaire? Oui, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Quand on sait que je vais vous donner un exemple. C'est un état de Dieu. Je vous donne. Je descends. Laissez-moi terminer au moins. Il y a des gens qui se gargarisent du titre de communauté internationale, et quand eux ils décident, c'est la communauté internationale. Mais ce qui est curieux, prenons l'exemple de la France. Vous voyez, il y a un professeur qui dit que tel remède répond. Et figurez-vous, ce remède a été appliqué en Afrique pendant des années, pendant plus d'un demi-siècle. Vous voulez parler de la chloroquine? Ok. Pendant plus d'un demi-siècle, l'achat ou l'accès à la chloroquine n'était pas conditionné de l'ordonnance. C'était un achat libre sur le marché. Un peu partout, vous allez, vous dites que je souffre de palu, on vous vend ça. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes, ils ont trouvé quelques autres. Et ils nous disent que non, nos plasmodiums ont muté. Et qui résident maintenant à la chloroquine, donc ils ont changé. Après combien d'usages? Après plus de 50 ans. Et subitement, au moment où le professeur Raoult et son équipe ont mené des études depuis 13 ans pour démontrer que la chloroquine agit favorablement sur contre les virus, et les études étaient publiées un peu partout, repris par les grands instituts de virologie, de biologie du monde entier. Et quand il a annoncé ça, qu'est-ce qui s'est passé en France? Le 13 janvier 2020, la ministre de la Santé prend un arrêté ministériel pour classer substance vénéneuse la chloroquine en question. Et son obtention ne peut se faire que sur ordonnance. Et à partir de là, le stock de pharmacie en France, le stock de chloroquine dans la pharmacie centrale française a été pillé. Alors qu'il y a d'autres. Vous avez vu, le Maroc, par exemple, a acheté toute la cargaison de Sanofi de chloroquine. La cargaison de chloroquine de Sanofi, le Maroc a acheté tout. L'Allemagne, les autres pays pratiquent. On a vu Donald Trump qui a demandé la production en quantité. Oui. Et en Afrique, on continue de nous dire que chloroquine, ça ne fait rien. Ça ne peut pas. On a reçu une espèce sur ce plateau il y a quelques instants, avant que vous ne soyez là, qui a dit carrément que quand vous ne souffrez pas de coronavirus, inutile de mettre ça. Et d'ailleurs, personne ne dit d'aller prendre de façon anarchique la chloroquine. Quand on disait que la chloroquine guérissait le palu dans ce pays, dans cette Afrique, personne n'allait prendre ça en désordre. Et donc quand on va nous dire ça ici, l'essentiel c'est de sensibiliser. C'est ça. La question de la chloroquine, ça vient de qui? Ça vient de l'Europe. C'est les Européens qui ont découvert, qui dans les études ont compris que la chloroquine peut-être aussi participer à lutter contre ce coronavirus. Les études ne viennent pas de l'Afrique. Alors, la communauté africaine dit que la communauté internationale est en train de comploter contre l'Afrique. Bon, je dis non. Je peux terminer dans mon raisonnement, tu pourrais me comprendre. David, s'il te plaît. Peut-être que je suis long, mais j'aimerais terminer ma logique. Ça pourrait te permettre. Alors, dans les autres pays, qu'est-ce qui se fait? En une minute. Dans les autres pays, qu'est-ce qui se faisait rapidement? On pratiquait le dépistage massif. Ça a permis à la Corée d'éradiquer la maladie rapidement. Et aujourd'hui, la Corée a un cas zéro. Ça a marché parfaitement en Allemagne. Et ça continue pas à marcher. C'est-à-dire que dépistage systématique. Et celui qui a le cas, on le traite. On ne va pas le laisser propager. Non, on ne veut pas laisser propager avant de faire quoi là? Mais ici, on vous dit, allez, confinez-vous. Et c'est la seule solution. Oui, je suis d'accord. Confinement, oui. Mais dépistage systématique, c'est ça qui a porté ses fruits. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Corée, que ce soit en Chine, c'est ça qui porte ses fruits. Pourquoi on nous cache ces méthodes-là en Afrique? On nous demande de nous préparer au pire. Au pire. Et tout ce que l'Africain, lui, peut faire pour s'en sortir, on bat ça en touche. On bat ça en... Même les masques, là. On nous dit aujourd'hui que les gens ne peuvent pas porter de masques.
Parce que les masques, ce n'est pas efficace, c'est uniquement efficace pour les malades. Hein? Et c'est ce qu'on nous traite. Non, quand même. Ouais. David, maintenant. Mon inquiétude, c'est qu'est-ce que l'Afrique fait face à ce coronavirus? Qu'est-ce que les Africains, qu'est-ce que les États africains ont fait à l'heure où nous parlons? On a vu au moins des études scientifiques et médicales qui sont faites dans certains pays. On a vu l'investissement des États-Unis à se casser la tête pour trouver un médicament contre ce virus. L'Africain fait quoi? Il attend toujours. On attend que ça vienne de l'Europe. Que tout ce qui sera contenu dans des solutions pour lutter contre ce coronavirus, ça doit forcément venir de l'Europe. Lorsque Dimas parlait de l'ail pour traiter le coronavirus, quel pays africain a investi de l'argent pour soutenir des études et sortir peut-être un médicament contre ce virus-là? On attend que ce soit la France. Je suis parfaitement d'accord avec toi. L'Allemagne qui trouve je suis le remède parfaitement d'accord avec toi. Mais c'est terrible. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Terrible. Il faut ça, que les États africains comprennent que c'est une guerre. C'est une guerre bactériologique. Et c'est clair et net. Tout le monde court. Lorsque l'OMS dit réveillez-vous en Afrique, mais nous continuons de... Oui, ça n'a qu'à rester là-bas, ça n'a qu'à s'arrêter là-bas. Réveillez-vous. Et là, on sait que c'est la lettre. Mais pourquoi il nous demande de nous préparer au pire? Ah oui. Mais connaissant ça cache quelque chose. Comment ça? Et le manque d'investissement. Et donc c'est nous qui subissons le pire. Pourquoi on n'a pas parlé de pire aux Italiens? Les dégâts seront peut-être... Pourquoi on n'a pas parlé de pire aux Italiens? Aujourd'hui, le pays qui paie le plus la dette la plus chère face au coronavirus, c'est l'Italie. Après, vous verrez l'Allemagne, l'Espagne. L'Espagne. Et tu vas me dire, David, c'est pas pour te couper la parole. Tu vas me dire qu'à partir de là, l'OMS ne peut pas nous dire qu'elle ne possède pas des études pouvant permettre à l'Afrique de s'en sortir. Des études concrètes sur le plan socio-comportemental de l'Italie, des pays qui ont pu juguler la crise comme la Chine, des pays qui ont pu repousser ça comme la Corée, de l'Allemagne qui fait beaucoup de progrès. Mais l'OMS ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas les études concrètes pour nous demande de nous préparer la grande pause et revenir dans un instant. Le débat devient intéressant. On se retrouve dans une dizaine de minutes pour en parler beaucoup plus largement au Togo.